François Langlais, RTL, TF1. Comme Jean-Hervé l'a dit avec Philippe Aguillon, j'ai la lourde charge d'animer cette session d'ouverture. L'urgence d'un débat rationnel, c'est vrai que on est tous confrontés à la difficulté du débat en matière politique, économique, même sociétale, et disons à la dureté des termes du débat. Il y a toujours eu des affrontements idéologiques, hein, on en a connu à toutes époques, mais là, on a changé un peu de nature parce qu'il n'y a plus le socle à partir duquel se confronter. Le socle est contesté de toutes parts. D'où cela vient-il? Qu'est-ce qui explique cette fragmentation du débat? C'est notre ordre de mission. Et pour cela, je serai donc accompagné d'abord de Philippe Aguillon, qui est le référent du cercle, économiste éminent, qui est professeur au Collège de France, qui est professeur à la London School of Economics, et puis aussi à l'INSEAD. Mais aussi Yasmine Belkaïd, qui est directrice générale de l'Institut Pasteur. Tout le monde connaît, c'est une fondation privée à but non lucratif, spécialisée dans la recherche sur la biologie, sur les vaccins. Avec nous également Gabriela Ramos, qui est économiste, sociologue, diplomate, qui est actuellement l'une des dirigeantes de l'UNESCO chargée des sciences sociales et humaines et qui est candidate pour la direction générale de l'UNESCO. Ça se passe dans quelques semaines, dans quelques mois. Et puis enfin, Daniela Schwarzer, qui est politologue, membre de la Bertelsmann Stiftung, la fondation Bertelsmann. Je n'en dis pas plus. Mon cher Philippe, je te cède la parole pour que tu introduises nos débats. Merci beaucoup François, c'est un plaisir d'être avec vous et que tu animes le débat. Juste pour introduire, dans la fin des années 80, c'est l'effondrement du communisme et le triomphe de la démocratie libérale. Et c'est Fukuyama, on pense être arrivé à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, le communisme ne marche pas, et ce qui marche, c'est la démocratie libérale, la liberté de penser, l'économie de marché et la globalisation, où chacun fait valoir ses avantages comparatifs. Et c'est un modèle qui a marché. La Chine a pu s'enrichir formidablement et sortir de la pauvreté, l'Inde également, de grands pays, grâce à ce modèle basé sur la mondialisation. Alors tout le monde n'est pas devenu démocrate libéral, la Chine non, mais il y avait quand même l'idée que, il y avait la fin de l'histoire et qu'on allait vers une ère de paix et de prospérité pour tout le monde. Et voilà que nous basculons dans le nationalisme, le rejet du multilatéralisme, le rejet du savoir. Moi, j'ai été prof à Harvard. Maintenant, Harvard est pilonné par l'administration américaine. Et donc, on a l'impression qu'on marche sur la tête, quoi. Et puis, on a vu le Brexit, l'arrivée du Brexit. Trump, la montée des nationalismes. On jette par-dessus bord David Ricardo et Adam Smith. Et on en revient au vieux mercantilisme qui dit que quand un pays gagne au commerce, l'autre forcément perd. Il n'y a pas l'idée que les deux peuvent gagner au commerce. Il y a ce mouvement de défiance à l'égard des experts, à l'égard de tout ce qui est raisonnement logique, à l'égard de tout ce qui est confrontation entre théorie et empirique. Il y avait Michael Gove, le Lord Chancellor, pendant la campagne du Brexit, qui dit la chose suivante: je pense que les citoyens de ce pays, qui parlent du Royaume-Uni, en ont assez des experts, avec des acronymes qui sont censés dire ce qu'ils savent être le mieux pour nous et qui se trompent systématiquement. Et ce rejet de la rationalité, on le voit particulièrement dans mon domaine, qui est l'économie. Hostilité à l'égard des marchés. Le marché est perçu comme forcément hostile au bien public. Hostilité à l'égard de toute évaluation, de toute comparaison internationale. Par exemple, moi j'ai vu Madame Le Pen à la télévision, on avait fait une étude sur les vertus du pass vaccinal. Vous savez, pendant le Covid, on avait introduit le pass vaccinal et ça a eu un effet de réduire la mortalité et d'augmenter la productivité en France. Et le jour où le rapport est sorti, j'ai vu Madame Le Pen aller sur un plateau et de dire le rapport est faux. Madame Le Pen est une grande experte en sciences, elle est meilleure que Madame Ceausescu. Elle connaît l'économétrie, elle peut vous dire immédiatement qu'un rapport est faux. Voilà.
la croyance religieuse dans le jeu à somme nulle. On pense que l'immigration, c'est forcément mauvais, parce que si les migrants y gagnent, nous, forcément, on y perd. Il n'y a pas l'idée que l'immigration peut être bonne pour tout le monde. Le Japon, qui a refusé l'immigration et qui subit le déclin démographique, est un pays déclinant. Par contre, les États-Unis, qui ont permis l'immigration, ont profité de l'immigration. Le protectionnisme, comme je disais, l'idée que quand un pays gagne au commerce, l'autre perd. Donc les robots, on pense que taxer les robots c'est forcément une bonne chose parce que le robot ne fait que réduire l'emploi, mais c'est pas vrai. Les entreprises qui adoptent des robots deviennent plus productives et donc plus compétitives et donc en fait elles créent des emplois. Et tout ça, on le remet en cause. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ignorance des effets d'équilibre général. Par exemple, on pense que si on met un plafond sur les loyers, c'est forcément une bonne idée. Mais pas forcément, parce que si vous réduisez trop les loyers, peut-être qu'à court terme, c'est bien, mais à moyen terme, ça réduit l'offre de logements en location, ça réduit le prix des logements, et on en arrive à ce paradoxe que de nombreux couples qui avaient des enfants et qui n'ont plus d'enfants s'accrochent au logement, aux grands logements où ils ont le plafond de loyer, et alors que de jeunes familles avec des enfants s'entassent dans des petits centres, dans des petites unités. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit plus, on parle de raisonnement simpliste, on croit dans l'idée qu'on peut séparer la taille du gâteau et le partage du gâteau. Mais non, si on surtaxe les gens qui gagnent et qui travaillent, eh bien ils vont voir moins d'incitation à travailler et moins d'incitation à innover. Et donc ça va réduire la taille du gâteau et donc il y aura moins à redistribuer. Et donc, si vous voulez, en fait, on accuse les économistes de se concentrer sur la protection des victimes invisibles tout en étant indifférents à la souffrance des victimes visibles. Alors la question, je ne veux pas être trop long, c'est comment redonner du sens, comment inverser la tendance, comment redevenir les pieds sur tête. On marche sur la tête en ce moment. Comment remarcher sur les pieds? Comment redonner ces lettres de noblesse au débat rationnel? Alors je crois qu'il y a d'abord l'idée qui dit qu'il faut inlassablement raisonner, expliquer, confronter le raisonnement et l'empirique, dire mais non, regarde, c'est comme ça et c'est pas comme ça. Eh bien, il faut regarder. Donc ça, je crois que c'est important. Mais je crois qu'également, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la mondialisation, on a oublié des gens dans la mondialisation. On a augmenté les inégalités chez nous. Il y a eu des oubliés. Aux États-Unis, par exemple, il y a eu ceux de Red Belt, il y a eu ceux des Red States qui n'ont pas profité. On ne s'est pas occupé d'eux. Et ça a été ça le problème. Et le problème, c'est comment devenir à la fois plus innovant et plus inclusif. Et je veux terminer là. L'Europe, c'est merveilleux, parce que la liberté et la démocratie, c'est chez nous. Le modèle social, c'est chez nous. Le souci de l'environnement, c'est chez nous. On est le bastion de ça. Mais le défi, c'est de devenir plus innovant en Europe, tout en redonnant nos lettres de noblesse à ces trois valeurs, démocratie, environnement et modèle social. Et il y en a qui pensent que c'est antinomique, et moi je crois qu'on peut tout à fait réconcilier. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci Philippe à la fois pour ce programme et pour cet inventaire justement de la déraison. Yasmine Belkaïd, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes, je le disais, directrice générale de l'Institut Pasteur. Les vaccins, c'est vraiment la question qui a cristallisé le plus les débats et a fortiori les débats irrationnels. C'est par là qu'on a mis en cause de façon de plus en plus vigoureuse et jusqu'à très haut niveau. Je pense évidemment au ministre de la Santé aux États-Unis, qu'on a mis en cause la science. Pour vous, qui êtes scientifique, qui avez travaillé dans différents pays, notamment aux États-Unis, qui dirigez un des instituts les plus réputés au monde dans votre discipline, comment contrer cette logique? Quels sont les bons arguments? Quelle est la bonne technique pour retrouver un débat rationnel et scientifique? Donc effectivement, ce qui s'est passé et ce qui se passe avec les vaccins est un paradoxe immense. Ce qui s'est passé avec Covid-19 et en fait le mRNA vaccine a été une victoire de la recherche et une victoire de 30 années de recherche. Un travail collectif, la protection de l'humanité et moi, en tant que scientifique, un moment de grande victoire collective. Un paradoxe immense dans lequel, à la suite de cette victoire collective, nous voyons en fait une augmentation de la résistance justement au pouvoir de ces vaccins dans plein de dimensions. Les vaccins ont vraiment sauvé l'humanité. Je veux dire, il y a des mères, il y a très peu de générations qui voyaient leurs enfants mourir. Dans beaucoup d'endroits dans le monde, des enfants meurent encore de maladies qui peuvent être éliminées grâce à des vaccins. Donc ça reste vraiment une des forces extraordinaires de prévention de la maladie. Donc qu'est-ce qui s'est passé ?
Il y a un article absolument... En fait, on voit ce phénomène en fait, d'attaque de la recherche se passe de façon très violente aux États-Unis, avec effectivement une censure de la recherche sur les vaccins, avec une narrative, par exemple, d'essayer d'attacher les vaccins absolument avec l'autisme d'une façon complètement aberrante, avec la destruction de domaines de recherche sur la diversité génétique, sur la santé de la femme, enfin, une science qui est profondément attaquée. Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement troublant, et il y a un article qui est sorti il y a très peu de temps, 2 mois, à Nature, qui en fait m'a rassurée. Ça va vous sembler étonnant, ce que je vais dire. Cet article nous a dit quelque chose d'étonnant. Il nous a dit qu'en fait, ça n'était pas une absence de confiance sur la recherche. Bon, c'est vraiment comme ça qu'on l'a tous vu, une absence de confiance. Ça n'est pas une absence de confiance. La recherche, la science, est devenue irrelevante. Et c'est encore plus grave. Nous sommes devenus invisibles. Et en fait, ce message est un message dur, mais c'est un message d'espoir. Parce que si c'est vraiment ça le problème, plus de 70% des gens dans le monde font encore confiance à la science et aux scientifiques. Ce qui est un message positif, n'est-ce pas ? Donc si vraiment c'est un problème de communication, si c'est un problème de relevance, d'engagement politique, maintenant nous avons peut-être des outils. Et ces outils, c'est justement de se réengager. Nous le voyons bien au travers de l'Institut Pasteur, qui est une fondation privée, qui vraiment bénéficie de la générosité du public. Nous n'avons pas vu de diminution de cette confiance. Les gens sont encore là. Ils sont encore là dans un système de confiance et de dialogue. Donc les solutions, quelles sont-elles? Les premières, c'est de se réengager. Il faut que les scientifiques et la science redeviennent une priorité nationale. Il faut que nous soyons là, que nous soyons visibles, que la mission de la science devienne une mission de société. Que cette mission de la science qui est au service de la société et des grandes questions de demain soit visible, soit défendue, non pas simplement par les scientifiques, mais par les politiciens, par les économistes. C'est tous, vous, dans vos entreprises, par les choix que vous faites, par les engagements que vous faites, par les discours que vous faites, que vous aurez un rôle. Le deuxième rôle, c'est aussi de comment on communique ce que veut dire la recherche. La recherche, c'est quelque chose de très complexe, qui vraiment est basé sur l'intelligence collective. Il n'y a pas un scientifique avec une vérité. Il y a des milliers et des milliers de scientifiques qui travaillent ensemble au travers du monde et qui, de façon collective, vont vous donner une réponse. Et c'est ça la recherche. C'est un processus long avec de vetting de connaissances. Donc il faut expliquer le processus de la recherche. Et le troisième, il faut qu'on apprenne à partager cette recherche avec les gens d'une façon qui soit plus claire, mais qui soit aussi plus émotionnelle. Les scientifiques ou la science parlent en nombres, parlent en chiffres. Nous n'atteignons pas le public qui a besoin d'émotion et d'engagement. Donc on a besoin de vous pour apprendre à communiquer de façon plus professionnelle, on a besoin de vos relais, on a besoin des relais aussi dans les communautés, on a besoin des relais aussi des organismes religieux, on a besoin que les gens nous accompagnent et nous aident en fait à faire passer ces messages. Mais moi ce que je voulais vous dire, c'est que de façon étrange, je crois que ce moment est un moment de réveil dans lequel nous pouvons encore, en Europe et en France, résister. Mais il ne faut absolument pas qu'on soit passif. Voilà. Merci. Merci pour ce plaidoyer passionné et passionnant pour la science, parce qu'au fond, vous nous donnez espoir aussi. Hein. On se dit, si vous l'avez, on peut l'avoir dans votre sillage. Gabriela Ramos, je le disais, vous êtes économiste, vous êtes diplomate, vous êtes sous-directrice de l'UNESCO, une grande organisation internationale chargée des sciences sociales, et vous êtes candidate à la tête de cet organisme. Les organisations internationales comme la vôtre, ce sont évidemment les acteurs clés de la coopération internationale, du multilatéralisme, qui est aujourd'hui bien souvent battu en brèche, et notamment par la grande puissance mondiale, alors qu'il constitue bien souvent aussi la voie la plus rationnelle pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je pense au changement climatique, je pense aussi aux questions fiscales, hein, la définition d'un impôt minimum mondial. Vous avez travaillé à l'OCDE aussi, vous connaissez bien ces questions. Pourquoi, selon vous, la raison multilatérale est-elle aussi contestée aujourd'hui? Et pour faire écho à ce que disait Yasmine à l'instant, quels sont les bons leviers pour tenter de rétablir ce multilatéralisme indispensable? Merci pour cette invitation incroyable. Comme bien sûr je suis la candidate et j'espère qu'on peut démontrer comment les institutions internationales ont une fonction essentielle, comme vous dites. Et la question, c'est que les institutions internationales, des fois, on les pense comme quelque chose d'indépendant, qui gère, qui fonctionne indépendant de nos sociétés. Ce n'est pas vrai. Les institutions internationales sont un miroir
de nos sociétés, de la politique de nos pays, de l'engagement de notre pays, de l'accord que notre pays veut mettre ensemble. J'ai vécu un moment énorme quand on a géré le G20 au niveau leader. On a géré la réforme des impôts internationaux, on a géré le sauvetage des systèmes financiers. Mais pourquoi ce type de choses ont arrivé? Et à la UNESCO, on s'est mis d'accord pour avoir une recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle. 194 pays qui se mettent d'accord pour dire que ce n'est pas une question technologique, c'est une question sociale. Il faut respecter les droits humains dans le monde numérique. Quelle est la différence de ce type d'accords mondiaux d'ampleur qui vraiment se portent de changements au niveau des pays et le moment que nous vivons aujourd'hui? Vous l'avez dit, Philippe l'avait dit, la négation des données, la négation de la science, le manque d'accord sur les sujets les plus qu'on observe chaque jour. Si on ne peut pas mentionner les changements climatiques maintenant, parce qu'il y a de nouveaux membres de la communauté internationale qui sont importants pour gérer et qui ne se mettent pas d'accord parce qu'il n'y a l'existence des changements climatiques, on a un problème. Si on ne peut pas mentionner la diversité, l'inclusion, les inégalités, comment est-ce qu'on peut avancer l'action? Et si on a une approche dogmatique où j'ai toutes les réponses dans une question identitaire, parce que la politique identitaire qui marque notre société aujourd'hui, ça aussi retombe dans les discussions internationales. Pour moi, le problème le plus important, c'est qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur les diagnostics. Et comment est-ce qu'on peut gérer un problème si on n'est pas d'accord quelles sont les sources du problème? Et ça, c'est pour moi un des sujets les plus inquiétants. Parce que je suis toujours d'accord avec Philippe, il n'y a pas une question de la polarisation de la société simplement parce que le numérique ou la question parce qu'il y en a des leaders populistes. Il y a la source du problème, que ce sont tous les membres de la classe moyenne, de toutes les communautés, les personnes laissées par compte, qui pensent, qui ont cette perception que l'évolution économique n'était pas juste. Et donc ça, il faut l'adresser. Et je pense que les institutions internationales ont encore une fonction vitale, surtout des institutions comme l'OCDE, comme l'UNESCO, que ce sont des institutions de partage de connaissances, sciences sociales et humaines, pour essayer de trouver quelles sont les sources des problèmes, bien sûr partagées en communication, mais pour essayer aussi de réduire les bruits qu'on a avec cette confrontation de points de vue et d'essayer de montrer la solution. Je ne trouve pas, et je suis contente d'être parmi vous, les rencontres des économistes, parce que je ne trouve pas qu'on a vraiment avancé au niveau économiste d'un paradigme différent de la globalisation, de la mondialisation, de néoclassicisme, de tous les éléments-là qu'on a eu dans la crise financière qui s'était tombée, le modèle économique ne fonctionnait, ne marchait pas, ne représentait la réalité. Il faut avancer un nouvel paradigme qui porte pas seulement la mesure de progrès sur les PIB, qu'on continue à le faire. On se demande comment est-ce qu'on va adresser le climat, mais on continue à dire qu'on a le succès parce que les PIB augmentent. Il faut porter une vision différente. Il faut porter dans la question économique, la science économique, l'intégration de l'impact environnemental et social de la décision économique. Et on n'a pas l'intérêt toujours. Et donc, je pense que ça, c'est un levier très important que les organisations internationales peuvent porter pour avoir une discussion, comme on dit ici, un débat rationnel et des questions qu'il faut traiter si on ne peut pas continuer à avoir ce type de manifestation d'une situation qui n'est pas soutenable. Mais à la fin, je suis fière. Je pense que les institutions internationales ont fait beaucoup, beaucoup de contributions. Il faut les reconnaître aussi. Merci. Merci. Merci à vous, Gabriela. Donc vous aussi, on sent poindre quand même une forme d'optimisme ou en tout cas de projet
pour défendre le multilatéralisme et les grandes organisations qui le composent. Daniela Schwarzer, je me tourne enfin vers vous. Vous êtes politologue, vous êtes, je le disais, membre du directoire de cette fondation très importante en Allemagne qui est la fondation Bertelsmann. C'est aux politologues que je m'adresse, bien sûr. C'est vrai que quand on regarde la vie politique du vieux continent depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, le fait majeur, c'est la montée de ceux qu'on appelle les populistes, surtout à l'extrême droite, pas seulement à l'extrême droite. Pour vous, justement, qui suivez ça sur vos sismographes, on voit souvent ces populistes qui diagnostiquent des problèmes qui existent. Ça croise d'ailleurs ce que disait tout à fait Madame Ramos à l'instant, mais qui proposent des solutions pas toujours très rationnelles, simplistiques, simplistes, hein, caricaturales, expéditives. Comment est-ce que vous analysez ça? Quels sont les bons leviers, justement, si on s'intéresse à la vie politique, pour faire que les électeurs puissent entendre aussi ce qu'ils ne veulent pas entendre, mais qu'ils doivent entendre? Merci de cette question très importante, également d'un point de vue allemand, parce que d'une certaine manière, l'Allemagne s'est normalisée ces dernières années avec une augmentation en résultat de vote pour les populistes. Et donc, tandis qu'il y a 10-15 ans, on regardait la France, aujourd'hui, on doit regarder la situation chez nous. Alors, l'analyse d'abord. Je pense qu'on a entendu, en fait, le fait que beaucoup de gens se sentent perdus par la globalisation, mais aussi par les politiques nationales. Et donc, la transition écologique, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ont surtout des coûts à maîtriser, mais peu de compréhension que dans leur vie quotidienne, il y a des conséquences qu'il faut savoir maîtriser d'un point de vue financier, mais aussi parce qu'il s'agit d'un changement de comportement. Deuxième élément, l'inégalité au sein de nos sociétés, même en Europe, où nous avons un État quand même qui a les moyens de financer les plus pauvres, mais la perception est quand même que ceux qui ont de l'argent deviennent de plus en plus riches et les autres perdent. Et pour tout ça, il y a des données sur le niveau individuel, c'est vrai, il y a ce phénomène, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les populistes utilisent la situation souvent qui est particulière et on tire des conclusions généralistes et joue avec les peurs des gens. On voit le même phénomène avec l'immigration. Par exemple, quand je regarde les sondages en Allemagne, en Allemagne de l'Est, il y a très peu d'immigrés, mais en même temps, la peur auprès des gens est très élevée, parce qu'on joue avec la peur et on établit une perception d'une réalité qui, dans les faits, n'existe peut-être pas de cette manière. Alors, ce qui est important, à mon avis, c'est de commencer par les peurs, de réaliser que les gens ont des peurs qui sont très réelles, ont des changements de leur vie qui sont très réels. Et d'abord, il faut s'adresser aux gens au niveau local. Les écouter, les intégrer. Une nouvelle compréhension de ce que doit fournir un parti politique est nécessaire. On voit par exemple qu'en Allemagne, les partis populistes de droite, ou le parti populiste de droite, qui est un parti d'extrême droite, a construit des réseaux au niveau local pour accueillir les gens. Les autres partis n'ont pas fait la même chose en Allemagne de l'Est. Et donc cette approche des partis politiques, de l'État, face aux citoyens, n'est pas développée. Après, il faut, à mon avis, regagner le débat. Il faut, parce que votre question est comment est-ce qu'on peut confronter le fait que les gens veulent suivre des propositions politiques qui sont illusoires, qui ne pourront pas être réalisées. Alors, il faut débattre ces positions par des moyens démocratiques. Il faut se battre au Parlement, dans l'espace public. Il faut surtout aller dans les médias sociaux, parce que c'est là où les jeunes ont leur socialisation politique. Et quand je regarde qui est le plus vu et lu dans les médias sociaux, notamment TikTok et d'autres que les jeunes consomment, ce sont normalement plutôt les extrémistes que les partis bien établis. Et d'où ce besoin d'apprendre à s'approcher des jeunes. Et j'ai vu qu'en préparation des rencontres économiques ici, vous avez fait un grand exercice avec 15 000 jeunes qui ont été impliqués dans la formulation des idées, qui ont été sondées, etc. Et ça, c'est la bonne approche. Juste un petit point pour terminer ce débat. Je pense qu'on peut avoir confiance aux jeunes. En Allemagne, on a introduit le droit de vote à 16 ans au niveau local, régional et européen.
pas encore au niveau national. Ce qu'on constate, c'est que les gens ont envie d'aller voter, mais se disent peu informés. D'où un besoin d'intégrer l'éducation politique et civique dans le curriculum des écoles et de fournir les informations nécessaires pour que les jeunes puissent agir comme citoyens à un âge plus jeune qu'avant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Là aussi, un exposé assez optimiste et avec des pistes. Ce qui me frappe quand même dans ce que vous dites tous les quatre, c'est que vous pointez tous les quatre la responsabilité des élites politiques, scientifiques, fonctionnaires, économistes. Philippe, tu l'as fait aussi. Au fond, il y a quand même eu un défaut. Alors, traditionnellement, on dit défaut de pédagogie et tout, mais vous dites c'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'il n'y a pas assez d'engagement de la part des élites pour donner du sens, pour corriger les inégalités. Philippe, tu es d'accord avec ça? Merci. Tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu... Bon, en France, par exemple, on avait le Parti communiste. Je ne vais pas faire l'apologie du Parti communiste, mais c'était un parti qui était proche des masses, des petites gens, etc. Quand le Parti communiste est devenu très marginal, il n'y a eu aucune force politique, à part le Front National, qui est allé sur les terrains du Parti communiste. On aurait pu imaginer qu'en France, le Parti socialiste, par exemple, reprenne en partie ce que faisait le Parti communiste. Vous voyez ? Et c'est-à-dire qu'en fait, les élites de gauche sont devenues élites, mais elles n'ont pas continué de s'adresser à ça. Par exemple, aux États-Unis, tout le monde le dit, en partie la victoire de Trump, c'est parce que le Parti démocrate a déserté tous les Américains qui ont souffert de la mondialisation. Il y a le phénomène de death of despair, le phénomène que Anne Case et Angus Deaton ont très bien décrit, de ces gens qui ne sont pas qualifiés, qui perdent leur emploi, qui sont stressés. Les démocrates n'ont pas adressé ce problème. Comme ils ne se sont pas adressés à ces gens-là, les démocrates se sont mis sur des trucs de minorité LGBT, tout qui est très important. Mais ils ont déserté le sort de ces gens-là qui se sentaient dépassés par la mondialisation. Un autre exemple, les gilets jaunes chez nous. Quand on a augmenté le prix du diesel, après des années, on a dit aux gens habiter dans des grandes banlieues et puis utiliser des diesels. Et tout d'un coup, ils n'ont pas d'alternative. Il n'y a pas de S-Bahn, de RER, etc. Et on leur dit tout d'un coup, on vous augmente le prix du diesel. On ne se met pas à la place de ces gens-là. On ne se dit pas qu'ils n'ont pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène de bureaucrates, peut-être bien intentionnés, qui ne se sont pas mis à la place des gens. Et si on regarde d'autres indices, par exemple la mobilité sociale, en France, la probabilité d'arriver quelque part quand vous êtes fils d'ouvriers ou fils de petites gens est réduite. Les tests PISA en France se sont détériorés, qui déterminent la qualité de l'enseignement. Et plus que jamais, c'est lié au milieu social. C'est-à-dire qu'une série d'indicateurs comme la mobilité sociale, comme la protection face à la perte d'emploi, nous n'avons pas suffisamment prêté attention. La mondialisation a réduit les inégalités mondialement, c'est-à-dire que la Chine, la pauvreté a été réduite, en Inde, la pauvreté a été réduite. Si vous regardez les inégalités mondiales, elles ont été fortement réduites grâce à la mondialisation. Mais au sein de nos pays, les inégalités ont augmenté, la mobilité sociale a baissé, et personne n'a vraiment prêté attention à ce phénomène-là. Peut-être les Danois, c'est l'exception, avec leur flexi-sécurité. Voilà. Gabriela, quelques mots sur ce thème aussi. On va prendre vos questions dans un instant. Oui, je partage bien sûr, mais je pense qu'il y a un autre élément que nous n'avons pas vraiment porté dans la discussion, que c'est la question du pouvoir. Qui a le pouvoir de changer les paradigmes? Pourquoi un paradigme qui a montré qu'il y a toutes ces faiblesses de représentation, de compréhension, de démontrer les solutions au niveau économique n'a pas changé? Et je pense qu'il y a dans cette situation des inégalités, bien sûr, on est concerné pour toute la classe moyenne qui tombe dessous, pour le manque de mobilité que Philippe a mentionné, mais il faut être plus inquiète sur la concentration de pouvoir au top de la distribution des revenus et des richesses. Ce n'est pas possible que dans des pays, même comme la France, on a 40% de la richesse qui tombe dans 10% des top income earners. Aux États-Unis, c'est 60%. C'est plus de 50%. Et comme Piketty a dit, ça revient, non? Parce que ça redouble, triple, et après, notre salaire tombe dans la stagnation ou diminue. Et donc, ça les donne un pouvoir aux élites économiques. Et si on se rappelle notre classe de good governance,
on disait qu'il faut éviter la capture de l'État. Il faut que la good governance. Maintenant, ils sont l'État dans les États-Unis. Ils sont dedans, le pouvoir économique. Donc, il faut réfléchir comment est-ce qu'on adresse ce pouvoir énorme d'influence, d'éviter d'avance de réformes qui ne sont pas bénéfiques, parce que c'est une question de pouvoir. Yasmine, on évoquait en préparant cette session le fait que ce n'est pas linéaire. Finalement, la méfiance ou la confiance vis-à-vis de la science, elle varie en fonction des époques. Et souvent, vous le disiez, après une guerre, par exemple, une catastrophe, eh bien, la confiance se reconstitue parce qu'on a besoin de faire du collectif, de croire à des choses qui permettent de reconstruire ce collectif. Si justement on fait le lien avec la discussion qui précède, ça veut dire qu'il y a des périodes où les élites sont plus attentives, plus vigilantes, plus engagées, pour reprendre le mot que vous utilisiez tout à l'heure, et de ce fait-là, au fond, on ne s'aliène pas le soutien de la population sur les grandes causes fondamentales, parmi lesquelles les vaccins. Oui, alors l'exemple dont on a parlé en fait avant cette session, c'était l'exemple justement de la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était la production en masse de la pénicilline, un autre événement peut-être un petit peu moins joyeux qui était la bombe atomique effectivement, mais c'était des moments de science très puissantes. Et ça a donné aux États-Unis cette croyance très profonde dans le pouvoir de la recherche au service de la société. Qui a eu chez nous aussi, à la même époque, exactement. Les 30 Glorieuses. Exactement. Et c'est de façon mondiale, il y a eu un investissement dans la recherche, avec des investissements forts des gouvernements, une croyance forte dans ce système d'investissement. Et puis doucement, si on regarde bien, cet investissement dans la recherche a diminué. Et en fait, en France, on a quand même, avant le Covid, diminué de 20 à 30% l'investissement dans la recherche biomédicale quand même. On est le pays en Europe avec le plus petit investissement en recherche biologique. La France, qui était vraiment le pays des découvertes et le pays des vaccins et le pays de Pasteur. Donc, si les gouvernements eux-mêmes n'envoient pas des signaux forts, c'est mon anglais, des signaux forts, c'est très difficile en fait pour nous en fait de se défendre. Nous avons besoin que les gouvernements eux-mêmes investissent dans ce qui est nécessaire pour la société. La recherche est au service de tous. Les découvertes de la recherche sont au service du collectif. C'est vraiment un investissement de la société pour le collectif. Donc oui, effectivement, de ne pas avoir envoyé ces messages forts de réinvestissement dans la recherche post-Covid a été un des éléments, peut-être pas le seul, qui a contribué, avec en plus l'absence de... On n'est pas assez visible et notre voix n'est pas assez forte par rapport au chaos, mais il y a aussi une absence d'engagement du gouvernement, c'est absolument clair. Daniela, j'ai envie de vous poser la même question. On prend vos questions dans un instant. Les populistes, on les voit apparaître, disparaître suivant les époques. En ce moment, on est plutôt au haut de la vague. On avait connu une vague très puissante entre les deux guerres. À la fin du 19e siècle aussi, des moments à la fois de mondialisation, de changement technologique. Ça veut dire que là aussi, il y a des cycles qui sont nets. Et pour vous qui connaissez bien ces questions, quels sont les déterminants de ce cycle? Qu'est-ce qui fait que ça remonte? Ou surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils disparaissent? Bon, vous avez évoqué la situation d'après-guerre. J'espère qu'on ne doit pas passer par cela sur notre continent. Et même, on a déjà une guerre depuis plus de 3 ans, ce qui est très important à... Il faut se rendre compte tous les jours. On a une guerre où un pays attaque un autre, la Russie attaque l'Ukraine, et est en train de briser les principes d'état de droit, les principes de loi internationale sur notre continent. C'est un État autoritaire qui attaque une démocratie. Alors, je pense qu'on a déjà une réalité qui doit choquer, que c'est possible aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quand même, si on compare la situation d'aujourd'hui à il y a 100 ans, il y a quand même un changement structurel très important. Et c'est la manière dont fonctionne l'espace public. Parce qu'on a vraiment un changement fondamental avec l'arrivée des médias sociaux. Et dans les médias sociaux, non seulement tout le monde peut communiquer d'une manière horizontale, mais peut également diffuser des informations qui ne sont pas validées, qui sont fausses. Donc il y a tout un espace de création de débats, de propositions, etc., et aussi de violence et de haine qui détruit les fondements de notre démocratie. Et ce que j'observe avec beaucoup d'inquiétude, c'est le fait que beaucoup de gens qui s'engagent
dans la vie politique ou dans la vie de société civile, nous disent « j'en ai plus envie, je ne veux plus me mettre dans ce contexte où je fais une proposition et je suis confrontée par la haine, la violence, des menaces ». Et je connais beaucoup de gens qui ne sont plus candidats à l'élection au Parlement national, par exemple en Allemagne. D'où cette responsabilité, on a parlé beaucoup des élites, je suis d'accord, mais c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous de s'exprimer pour les valeurs et les principes de la démocratie. Parce que si on veut soutenir une société ouverte, où il y a un débat ouvert, une confrontation de points de vue, mais aussi des preuves qui doivent être apportées, tout comme en science. Dans la démocratie, c'est la même chose. On doit faire des propositions, on doit donner des arguments et des preuves. Alors, si on n'arrive pas à faire ça au sein de nos familles, au sein de nos cercles d'amis, dans la société où on vit, dans le village, la ville où on est, on perd les fondements de la démocratie. Et donc, c'est aux élites, mais c'est aussi à chacun de s'engager. Et un dernier point, pourquoi on a un problème, à mon avis, spécifique aujourd'hui, c'est avec tous les changements au niveau global dont on a parlé, on a vraiment un changement systémique. Notre modèle économique est remis en question. J'ai parlé déjà des structures de communication. Il y a aussi notre ordre de sécurité qui est mis en question. Et ce qu'il manque en ce moment, c'est une vision politique, comment on peut améliorer la vie, dans une transition à la fois digitale et écologique qui est nécessaire. Et là encore, je fais appel aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'engagements qui se construisent dans des forums qui ne sont peut-être pas les nôtres, sur ce panel. Il y a des gens qui prennent l'initiative, qui arrivent avec des nouvelles idées, et il faut regarder ça ensemble, à la fois les élites en place aujourd'hui, mais aussi les futures générations qui vont construire un autre fonctionnement de modèle économique et de société. Il faut avoir une vision positive, sinon on va se perdre dans les peurs et les idées populistes qui jouent notamment avec les craintes des gens. Merci. Il nous reste, chers amis, quelques minutes pour vos questions. S'il y en a, de nombreuses mains se lèvent. Est-ce qu'on peut faire circuler un micro? Mademoiselle, monsieur, si vous pouvez vous présenter et formuler une question brève, merci. Oui, Jean-Pierre Darmon, avocat honoraire. Je voudrais m'adresser à monsieur Aguillon. J'ai bien aimé votre exposé, je le partage tout à fait. Je constate quand même que la conclusion elle est un petit peu anxiogène. Et vous ne donnez pas de réponse aux problèmes que vous avez exposés qui sont de façon aussi brillante. Alors, moi, j'ai une réponse à vous apporter. C'est très rapide. Bref, s'il vous plaît. C'est rapide. Vous avez cité à de nombreuses reprises tout à l'heure le mot élite. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une élite? Moi, je vais vous le dire. L'élite désigne la sélection de ce qu'il y a de meilleur parmi un ensemble de choses ou de personnes. C'est un groupe minoritaire de personnes ayant, dans une société, une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement. Est-ce que vous pensez que les élites dont vous parlez ont été à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui? Philippe, la question est la mère de la réponse, comme dit l'autre, mais brièvement si tu peux, parce qu'il y a de nombreuses mains qui se lèvent. Non, d'abord, moi je crois beaucoup dans l'élitisme républicain. C'est-à-dire que je crois que c'était une belle valeur. C'est-à-dire qu'on avait un système où tout le monde avait accès, et puis après, il y a des sélections et des gens qui vont dans telle carrière ou telle carrière. Mais l'important, c'est de donner sa chance à tout le monde. Et maintenant, nous sommes dans une société où il n'y a plus l'élitisme républicain. L'ascenseur social est bloqué. Maintenant, quand on est issu de familles modestes, on a très peu de chances d'arriver à des fonctions importantes. L'élitisme en soi n'est pas une mauvaise chose, mais je suis pour l'égalité des chances et je suis pour sa chance à tout le monde. Et je suis pour la mobilité sociale. Voilà. Et je pense que tous les talents, tous les nouveaux, tous ceux qui veulent entreprendre doivent pouvoir le faire. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est quand vous avez une élite existante qui empêche l'arrivée de nouveaux talents. La notion d'élite n'est pas mauvaise en elle-même, mais elle doit être profondément démocratique et républicaine. Très bien. Monsieur. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais avant tout propos vous remercier. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr.
Je suis Gildas Rassidé et je voudrais avant tout propos vous remercier pour l'inventaire et l'état des lieux que vous avez fait de ces 100 dernières années, que nous n'avions pas vu, mais que nous héritons, heureusement, de vous. Et ma question s'adresse à Madame Ramos. Je voudrais savoir, dans votre programme de candidature à l'UNESCO aujourd'hui, quelle est la place des valeurs dans ce programme-là? Je parle des valeurs, c'est-à-dire ces valeurs qui sont transmises ou que nous devons transmettre ou que vous transmettez à la jeune génération. Comment est-ce que vous l'implémentez dans votre programme de candidature? Voilà, c'est ma question pour vous. Merci. Je vois qu'il y a une main derrière qui se lève depuis un petit moment. On écoute Madame Ramos et on prend une dernière question là-bas. Merci pour cette question parce que on dit en anglais I was not prepared, but let me share with you. Non, la question c'est que mon programme c'est vraiment sur ce type de valeurs. Mon programme se base dans 3 I, que c'est l'inclusion. Sans l'inclusion, et c'est pas seulement d'assurer que par tout le monde il y a l'éducation, l'accès à l'éducation de qualité, parce qu'on a fait beaucoup d'investissements par tout le monde dans l'éducation, mais pas l'éducation de qualité, qu'il y a l'accès à la culture. La culture, on profite seulement si on a les moyens, c'est pas juste. Le deuxième I, c'est pour l'innovation. Je pense que nous vivons dans un monde qui est plein d'évolution sur la question scientifique. Les progrès que nous avons sur l'intelligence artificielle, la neurotechnologie, la biologie synthétique, c'est super rapide et important, il faut les saisir, mais aussi il faut soutenir la science. Mais le troisième et le plus important, c'est l'impact. Si on ne change pas la vie de notre concitoyen, ça ne change rien. Et donc, les institutions doivent avoir l'impact, le gouvernement doit avoir l'impact, il faut changer la donne. Merci. Merci. Gabriella a mis les points sur les i. On écoute monsieur. Bonjour, je m'appelle Tissan Conan, je suis président de l'association d'économie de l'ESCP. Moi j'avais une question, je vais remettre un peu Karl Popper au goût du jour. Je voulais répondre sur le populisme et poser une question. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avoir un débat rationnel avec quelqu'un qui ne l'est pas, ce n'est pas juste lui donner l'occasion de propager ses idées et au contraire de nuire à la société libre? On va prendre aussi la question de madame là. Qui lève le bras si vous pouvez lui apporter. Et ça sera la dernière, avant de répondre, et 3 mots de conclusion pour Philippe, pour terminer. Ça marche. Test. Je suis Oumaima Bouriba, Senior Economist at the Policy Center for the New South, qui est un think tank marocain. Ma question est, professeur Aguillon, une question qui est un peu plus théorique. Est-ce que les théories économiques n'ont pas atteint une certaine saturation et qu'il faut peut-être innover dans ce sens-là qu'ailleurs? Merci. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, Gabriella, hein, sur, au fond, l'épuisement de la logique économique. On va d'abord demander à Daniela et à Yasmine de répondre à la première question. Au fond, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en écoutant les démagogues et les populistes, en les convoquant dans un débat, de faire la publicité pour leur thèse? Et ensuite, on demandera à Gabriella et à Philippe, pour conclure, de répondre à la seconde question. Si vous pouvez, chacun d'entre vous quatre, être bref, parce que le temps nous presse. Merci. À mon avis, on ne peut pas éviter le débat avec eux. Il faut bien choisir les forums, il faut bien organiser ce débat. Mais si un parti populiste a à peu près 40% de soutien, il faut le confronter d'une manière démocratique, c'est-à-dire c'est le débat. Dans les médias sociaux, je pense qu'il y a une erreur qui se reproduit. On essaye de confronter des messages très émotionnels de la part des partis populistes, souvent antidémocratiques, par uniquement de la rationalité. C'est pour ça que j'ai parlé de la vision, et donc il faut apporter aussi de l'émotion et un bon esprit pour pouvoir confronter les positions qui souvent sont très bien produites d'une manière émotionnelle. Merci. Yasmine. Donc je rejoins beaucoup ce point. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord que d'aller sur frontal avec une discussion n'aura aucun sens. Par contre, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les gens cherchent des informations. Je le dis au niveau de la science, je parle dans mon domaine Donc les gens ont besoin d'informations. Et quand il y a beaucoup de bruit, ils vont aller dans une information qui va être aléatoire et peuvent aller justement dans des discours qui sont complotistes, etc. Donc il faut qu'on soit plus visible et il faut qu'ils puissent trouver les solutions dans des endroits de confiance. Les endroits de confiance peuvent être un institut, peuvent être en fait un site qui est vetted, il peut être aussi les représentatifs locaux, il peut être aussi les industries. Par exemple, dans les compagnies,
Les gens ont confiance dans 68% des gens dans les compagnies ont confiance dans le leadership pour leur donner des conseils sur leur santé. Donc en fait, il faut des relais locaux, des gens qui puissent en fait traduire. Les gens ont besoin de réponses et ne vont pas forcément aller vers le négatif, c'est juste que ce négatif est très visible. Donc il faut qu'on trouve des relais locaux dans leur proximité pour engager dans des dialogues et les gens pourront retrouver une façon de croire en vos informations. Donc en fait... Merci Yasmine. Gabriella d'abord et Philippe pour le mot de la fin sur la seconde question, l'épuisement des théories économiques. Définitivement, il faut trouver un nouvel paradigme économique, mais je pense que ça ne doit pas être top-down. Il faut être un engagement avec la société civile, il faut être un engagement avec la jeunesse, avec les groupes qui ne sont pas les connaisseurs, parce que peut-être ils peuvent nous donner des solutions concrètes. Et nous vivons aussi dans un état d'idéologisation. On ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Et on a toutes les réponses. Chacun de nous, non, de ce groupe polarisé, a toutes les réponses. Il n'a pas l'adulte. Mais je pense que l'adulte, c'est très important, parce que ça, c'est les modèles scientifiques. Non, on disait Descartes, je doute, j'existe. La question, c'est surtout d'avoir un aspect multidisciplinaire. Parce que les sujets, les phénomènes sociaux, c'est si compliqué. Ce n'est pas seulement l'économique. C'est la sociologie, c'est l'anthropologie, c'est bien sûr la biologie, c'est de connaître l'environnement, c'est de porter vraiment ce regard multidisciplinaire pour trouver des solutions plus partagées, pour avoir une ouverture d'esprit, parce qu'entre sciences, on a cette ouverture plus d'entendre les autres, et après pour trouver les solutions qu'il nous faut. Merci. Merci. Juste dire deux choses. Enfin, donc, il faudrait des débats pour chacune des questions. Il faudrait des sessions spéciales. Je crois beaucoup dans le va-et-vient entre, je dirais, la théorie. Mais quand je dis la théorie, c'est la conceptualisation et l'empirique. Quand vous regardez les données, vous avez des lunettes. Moi, quand je regarde la réalité, j'ai des lunettes. Vous voyez, et les lunettes, c'est une théorie ou c'est un raisonnement. Mais ce qui est important, c'est le va-et-vient permanent entre la théorie et l'empirique, parce que la théorie, évidemment, elle simplifie le monde, donc elle est sujette à caution, et l'empirique vient vous obliger à reprendre votre patron, vous voyez, et je crois beaucoup dans ce dialogue permanent entre la démarche conceptuelle et l'empirique, et Popper disait que toute théorie est digne de ce nom si elle est falsifiable, c'est-à-dire si vous avez émetté quelque chose qui ne peut pas être falsifié par les données, vous n'avez rien du tout. Donc vous devez vous soumettre en permanence au test de la falsifiabilité. Voilà. C'est comme ça qu'on progresse. C'est toujours en disant on est des hypothèses, des raisonnements, mais on va se soumettre aux données. Et si on montre qu'on a tort, eh bien on revient et on reprend et on se remet à la... Ça, je crois que c'est ce dialogue qui est important. Et sinon, je voudrais dire la chose suivante. Je crois que les sociétés qui réussissent sont basées sur le triangle suivant. Vous avez des gens et des entreprises qui innovent. Vous voyez, vous faites une start-up, vous créez une boulangerie, vous créez une entreprise dans votre garage. Ça, c'est l'entreprise. Il y a l'État qui est là pour réguler, pour veiller que les impôts soient payés, qu'il y ait l'école, qu'il y ait la santé, qu'il y ait les services publics, les infrastructures. L'État est important. Mais il faut la société civile. Et c'est très important parce que si vous n'avez pas la société civile, alors les entreprises d'aujourd'hui vont faire collusion avec l'État, ils vont capturer l'État et ils vont devenir des États prédateurs. Voyez ? Et c'est pour ça que le triangle État, entreprise au sens large et société civile, c'est-à-dire les médias, les syndicats, les électeurs, ce triangle est absolument indispensable. S'il vous manque un élément de ce triangle, alors vous partez dans le mur. Et je crois que ça, c'est la clé du progrès. Merci. Merci à vous. On arrive au terme de cette session. Je crois qu'on peut applaudir vigoureusement nos 4 intervenants pour les remercier.